Je m'appelle Sarah Bennett. J'ai 30 ans. Il y a 3 jours, je suis morte. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais j'ai survécu à quelque chose d'impossible. Et quand je suis finalement rentré chez moi, j'ai vu mon mari et ma fille assis sur le bord de la route avec des sacs emballés à côté d'eux. Et ce que mon mari a dit ensuite ne m'a pas seulement choqué. Cela a détruit tout ce que je pensais savoir de ma vie. Avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, prenez un moment pour aimer et vous abonner à la chaîne, et dites-moi votre pays dans les commentaires. Maintenant, commençons. Au moment où ma voiture a perdu le contrôle, tout est devenu silencieux. J'étais sur une route étroite loin de la ville. J'avais planifié ce voyage pendant des semaines. Une vieille amie à moi avait déménagé là-bas dans un endroit calme entouré de collines et de terres ouvertes. La vie avait été tellement occupée ces derniers temps, et je n'arrêtais pas de reporter la visite. Mais ce matin-là, j'ai finalement décidé, plus de retard. Je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route pour la rencontrer. La route était presque vide. Pas de circulation, pas de bruit, juste de longues étendues de virages et le son du vent frôlant les fenêtres. C'était paisible. Je me souviens même avoir souri, pensant à quel point j'avais besoin de cette pause. Et puis c'est arrivé. J'ai appuyé sur le frein. Rien. Au début, j'ai cru que je n'avais pas appuyé assez fort. J'ai réessayé, plus fort cette fois. Toujours rien. Une vague de froid a traversé mon corps. Mes mains se sont serrées sur le volant alors que la voiture commençait à prendre de la vitesse. La route devant moi s'incurvait brusquement. Et au-delà de cette courbe, il n'y avait rien d'autre qu'une chute profonde. Non, 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 et je chuchotais, mon cœur battant si vite qu'il semblait vouloir éclater de ma poitrine. J'ai tout essayé. J'ai pompé les freins, tiré légèrement le frein à main, tourné le volant avec précaution, mais la voiture ne répondait pas comme elle le devait. C'était comme si j'avais déjà perdu le contrôle, comme si quelque chose avait déjà décidé ce qui allait se passer ensuite. Le bord s'est rapproché, et à ce moment-là, j'ai su que si je restais dans cette voiture, je ne survivrais pas. Tout a ralenti. Mon esprit est allé directement à mon mari et à ma fille, son petit visage, la façon dont elle rit, la façon dont elle court pour me serrer dans ses bras chaque soir. Je ne pouvais pas laisser cela être mon dernier souvenir. Alors, j'ai fait un choix juste avant que la voiture n'atteigne le bord. J'ai ouvert la porte et j'ai sauté. L'impact m'a coupé le souffle. Mon corps a roulé violemment sur le sol rugueux, une douleur aiguë me traversant les bras et les jambes. Pendant quelques secondes, je n'ai même pas pu respirer. Mes oreilles sifflaient, ma vision était floue, puis une forte explosion a retenti derrière moi. J'ai tourné la tête lentement et j'ai vu des flammes s'élever d'en bas. Ma voiture était tombée dans la vallée et elle brûlait. Pendant un moment, je suis resté là, à regarder. Si j'avais attendu une seconde de plus, j'ai fermé les yeux, essayant de calmer ma respiration. Mon corps me faisait mal, mais j'étais vivante. D'une manière ou d'une autre, j'étais toujours vivante. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé après cela. Peut-être des minutes, peut-être plus longtemps. Tout semblait lointain, comme si j'étais à moitié éveillé et à moitié en train de rêver. Je me souviens de voix, de pas, de gens qui appelaient. Des villageois locaux m'avaient trouvé. Ils m'ont porté avec précaution, parlant avec des tons inquiets que je pouvais à peine comprendre. Ma tête tournait, et je n'avais pas la force de dire grand-chose. J'ai essayé de leur dire mon nom, mais ma voix est sortie faible et brisée. Ils m'ont emmené dans une petite maison à proximité. Ce n'était pas un hôpital. Juste un endroit simple. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient, nettoyer mes blessures, donner de l'eau, laisser me reposer. Mon téléphone était parti, probablement perdu dans l'accident. Pendant les 2 jours suivants, je suis resté là. Je n'étais pas gravement blessé, mais mon corps était épuisé. Chaque mouvement me faisait mal. Ma tête était lourde, et parfois je restais juste là, à regarder le plafond, essayant de tout reconstituer. Et tout ce à quoi je pouvais penser était ma famille. Ils devaient être inquiets. Mon mari devait m'appeler encore et encore, se demandant pourquoi je ne décrochais pas. Ma fille, elle demanderait où j'étais. Peut-être qu'elle attendait près de la porte, s'attendant à ce que je revienne à tout moment. La pensée de comme ça faisait plus mal que n'importe quelle blessure. Je dois rentrer à la maison, je n'arrêtais pas de me dire.
Le troisième jour, je me sentais assez forte pour bouger correctement. J'ai remercié les gens qui m'avaient aidé. Je ne connaissais même pas leur nom, mais je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait pour moi. Puis j'ai commencé mon chemin de retour. Le voyage semblait plus long qu'avant. Chaque pas portait un sentiment étrange que je ne pouvais pas expliquer. Peut-être que c'était juste de l'épuisement. Ou peut-être que quelque chose en moi savait déjà que les choses n'allaient pas. Quand j'ai finalement atteint ma rue, j'ai ralenti. Quelque chose n'allait pas. Et puis je les ai vus. Mon mari assis sur le bord de la route, ma fille à côté de lui pleurant doucement. Il y avait des sacs à côté d'eux. Pas des petits, de vrais sacs emballés. Comme s'ils n'avaient nulle part où aller. Pendant une seconde, je suis resté là, essayant de comprendre ce que je voyais. Pourquoi était-il dehors? Pourquoi avait-il l'air comme ça? J'ai fait un pas en avant, puis un autre. Ma fille a levé les yeux la première. Ses yeux se sont écarquillés. Maman. Mon mari a tourné la tête lentement. Au moment où il m'a vu, son visage a complètement changé. C'était comme s'il venait de voir quelque chose d'impossible. Quelque chose qu'il ne pouvait pas croire. Il s'est levé rapidement, me regardant comme si je n'étais pas réel. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis finalement, d'une voix calme et tremblante, il a dit, « Ils ont dit que tu n'avais pas survécu. » Pendant un moment, je suis resté là, à le regarder, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Mon esprit rattrapait encore tout. L'accident, la douleur, le long voyage de retour. Mais cela n'avait pas de sens. De quoi parles-tu? Et je demandais doucement, ma voix à peine stable. Je suis là. Ma fille a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras, pleurant sur mes vêtements. Je l'ai tenue près de moi, sentant ses petites mains me serrer comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Mon cœur s'est serré instantanément. Je suis là. Je suis là et je chuchotais, caressant doucement ses cheveux, mais mes yeux sont restés sur mon mari. Il avait toujours l'air secoué, comme s'il ne pouvait pas croire pleinement que j'étais devant lui. Ils nous ont dit que tu étais parti, a-t-il dit à nouveau, cette fois plus lentement. Ils ont dit que ta voiture était tombée dans la vallée. Qu'elle avait explosé. La police est venue. Ils ont dit que personne ne pouvait survivre à ça. J'ai dégluti difficilement. Ils n'ont même pas trouvé de corps, a-t-il continué, sa voix se serrant. Mais ils ont dit qu'après un incendie comme celui-là, il n'y avait plus rien à trouver. Un silence pesant s'est installé entre nous. Alors, tu les as juste crus, et je demandais doucement. Ce n'était pas seulement moi, a-t-il dit, passant une main dans ses cheveux, clairement bouleversé. Tout le monde l'a cru. Ta famille est venue immédiatement. Ils ont tout géré si vite. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Quelque chose dans sa façon de dire cela ne me convenait pas. Gérer quoi? Et je demandais. Il a détourné le regard un instant, puis est revenu vers moi. Tout, a-t-il dit, la maison, les documents, même les arrangements funéraires. Ma poitrine s'est serrée. Que veux-tu dire par la maison? Il a expiré lentement comme s'il avait retenu tout cela trop longtemps. Le lendemain de l'accident, tes parents et ton frère sont venus, a-t-il dit. Au début, ils agissaient normalement, bouleversés, émotifs, comme n'importe qui le serait. Il a fait une pause. Mais ensuite les choses ont changé. J'ai senti un étrange malaise s'installer dans ma poitrine. Ils ont commencé à poser des questions. Il a continué, à propos de la propriété, à propos de la maison, à propos des papiers. Mon rythme cardiaque a ralenti, mais pas d'une bonne manière. Et puis, sa voix a baissé légèrement, ils ont commencé à m'accuser. Mes yeux se sont écarquillés. T'accuser de quoi? Et je demandais. Il m'a regardé droit dans les yeux maintenant, son expression sérieuse, fatiguée, presque brisée. Ils ont dit que j'avais quelque chose à voir avec ton accident. Pendant une seconde, je n'ai même pas pu réagir. Quoi? Et je chuchotais. Ils ont dit que ça n'avait pas de sens, a-t-il continué. Que j'étais le dernier avec toi. Que nous avions eu des disputes auparavant, que la maison était à ton nom, et que j'en bénéficierais si tu étais parti. C'est fou, et je dis rapidement, secouant la tête. Comment pourrait-il même? Ils ne se sont pas arrêtés là. Il m'a interrompu doucement. Je suis tombée silencieuse. Ils ont dit qu'ils avaient des preuves.
Ce mot a eu un effet différent. Des preuves, et je répétais lentement. Il a hoché la tête. De vieux messages, de petites disputes, des choses sorties de leur contexte, a-t-il dit. Et ton frère? Il a même dit qu'il avait des gens qui nous avaient vus nous disputer récemment. Je l'ai regardé, sentant un mélange de choc et de colère monter en moi. Ce n'est pas une preuve, et je dis fermement. Je sais, a-t-il répondu. Mais ils ne se souciaient pas de la vérité. Ils avaient juste besoin de quelque chose qui semblait crédible. Je le sentais maintenant. Quelque chose n'allait pas du tout. Que voulait-il, et je demandais. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a regardé notre fille, toujours accrochée à moi, puis est revenu vers moi. Ils m'ont dit que si je ne partais pas tranquillement, a-t-il dit lentement, ils iraient à la police. Mon estomac s'est noué. Ils ont dit que dans des cas comme celui-ci, le mari est toujours le premier suspect, a-t-il ajouté. Que la police n'attendrait pas une preuve complète. Il m'arrêterait d'abord. J'ai senti un frisson parcourir mon corps. Et notre fille, et je demandais, ma voix plus douce maintenant. Sa mâchoire s'est serrée. Ils ont dit que si j'étais arrêté, elle ne resterait pas avec moi. Je l'ai regardée, toujours accrochée à moi, et quelque chose en moi s'est un peu brisé. Ils ont dit qu'ils la prendraient, a-t-il continué. Que ce serait plus sûr pour elle loin de quelqu'un qui aurait pu tuer sa propre femme. Les mots semblaient lourds, laids, faux. Alors, tu es juste parti, et je demandais, bien que je comprenne déjà la réponse. Il a secoué la tête lentement. Je ne suis pas parti parce que j'avais peur pour moi, a-t-il dit. Je suis parti à cause d'elle. Il a doucement touché la tête de notre fille. Je ne pouvais pas prendre ce risque, a-t-il continué. Je ne pouvais pas les laisser me la prendre. J'ai fermé les yeux un instant, assimilant tout. Alors, ils t'ont forcé à partir, et je dis doucement. Ils ne m'ont pas laissé le choix, a-t-il répondu. Ils ont changé les serrures, emballé nos affaires et nous ont dit de partir. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé au-delà de lui vers la maison, ma maison. Mais quelque chose la rendait différente maintenant, froide, lointaine, comme si elle ne m'appartenait plus. Ils sont à l'intérieur, n'est-ce pas, et je demandais. Il a hoché la tête. Ils y vivent depuis le 2e jour, a-t-il dit. Un étrange silence est retombé. Tout s'était passé si vite. Trop vite. Mon accident, leur réaction, les accusations, s'emparaient de la maison. Cela ne semblait pas normal. Cela ne semblait pas juste. Je l'ai regardé à nouveau. Et personne n'a remis cela en question, et je demandais. Personne n'a trouvé cela trop rapide, trop opportun. Il a esquissé un petit sourire fatigué. Quand les gens croient que tu es morte, ils ne posent pas beaucoup de questions, a-t-il dit. Cette phrase est restée avec moi pendant quelques secondes. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, tenant ma fille, regardant la maison, essayant de comprendre comment tout avait changé en seulement 3 jours. Puis, lentement, j'ai pris une profonde inspiration. Ceci est ma maison, et je dis doucement. Mon mari n'a pas répondu, mais j'ai pu voir quelque chose changer dans son expression. Pas de peur, pas de doute, juste de l'espoir. J'ai regardé droit devant moi vers cette porte, et sans dire un mot de plus, j'ai commencé à marcher. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Mais cette fois, je n'étais plus confuse. Je savais exactement où j'allais. Le portail a grincé alors que je le poussais lentement. Tout me semblait familier, pourtant rien n'était pareil. L'air lui-même semblait différent, froid, inhospitalier. J'ai atteint la porte, j'ai fait une pause d'1 seconde, puis j'ai frappé. 1 fois, 2 fois. Des pas se sont approchés. La porte s'est ouverte, et ils étaient là, ma mère, mon père, mon frère, tous debout, me regardant comme si je n'étais pas censé exister. Leurs visages sont devenus pâles. Les lèvres de ma mère se sont légèrement entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Mon frère a reculé sans même s'en rendre compte. Le silence a rempli l'espace entre nous. Je les ai regardés chacun lentement, attentivement. Puis j'ai parlé, surprise. Ma voix était calme, posée. Trop posée. Nous pensions. Mon père a essayé de parler, mais sa voix l'a trahi. Point que j'étais morte. J'ai terminé pour lui. Personne ne l'a nié.
J'ai fait un pas à l'intérieur. Personne ne m'a arrêté. Vous avez agi vite et je dis, regardant autour de moi. 3 jours, et tout a changé. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Nous n'avions pas le choix, a-t-elle dit rapidement. Nous pensions que tu étais parti. Nous devions prendre nos responsabilités. Gérer les choses. Gérer les choses, et je répétais, me tournant pour lui faire face. Pour la sécurité, a ajouté mon frère, il y avait trop de questions. La situation ne semblait pas normale. Je l'ai regardé. Quelle situation, ai je demandé. Il a hésité, puis l'a dit. L'accident, l'incendie, le fait qu'il était le dernier avec toi, a-t-il dit. Nous devions penser à tout. Donc votre solution, et je dis lentement, était de jeter mon mari et ma fille hors de cette maison. Ce n'était pas comme ça, a dit ma mère, secouant la tête. Nous protégions ce qui t'appartient. Protégez votre propriété en la prenant, et je demandai doucement. Pas de réponse. Nous pensions aussi à ta fille, a ajouté mon père. Sa sécurité compte. C'était suffisant. Avant que je ne puisse répondre, la porte derrière moi s'est ouverte davantage. Mon mari est entré. Ils se sont tous tournés vers lui instantanément. Et au moment où ils l'ont vu, quelque chose a changé. Le choc s'est transformé en malaise. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air calme. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de plus fort que la colère. La vérité. Il s'est avancé lentement. Non, a-t-il dit. Le mot était simple, mais il a tout traversé. Il ne s'agissait pas de sécurité, a-t-il continué, les regardant droit dans les yeux. Et il ne s'agissait pas non plus de responsabilité. Silence. Il a fait un autre pas. Il s'agissait d'avidité. Personne n'a parlé. Personne n'a même essayé d'interrompre. Vous n'avez même pas attendu, a-t-il dit, sa voix calme mais lourde. Pas même quelques jours, pas même un peu d'espoir qu'elle puisse revenir. Ma mère a baissé les yeux. Mon frère a serré la mâchoire. Vous êtes entré dans cette maison comme si elle vous appartenait déjà, a-t-il continué. Vous avez emballé nos affaires, nous avez jetés dehors, puis vous m'avez dit que je serais arrêté si je ne partais pas tranquillement. Mon père a essayé de répondre. Nous étions juste prudents. Non, a dit mon mari à nouveau, plus fermement cette fois. Vous étiez égoïste. La pièce est devenue complètement silencieuse. Vous avez utilisé la peur, a-t-il ajouté. Vous avez utilisé des mensonges. Vous avez utilisé sa mort pour tout prendre. Ces mots ont frappé fort. Personne n'avait de réponse parce qu'il n'y en avait pas. Je me tenais là, écoutant, observant, et quelque chose en moi est devenu très clair. J'ai pris une lente inspiration, puis j'ai avancé. Cette maison, et je dis doucement. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Cette maison est à moi. Ma voix n'a pas tremblé. Elle a toujours été à moi. Je les ai regardés chacun à nouveau, et personne ne me la prendra. Le silence s'est approfondi. Ma famille vit ici, et je continuais. Puis j'ai fait une pause. Ma vraie famille. Cela a rendu les choses claires. Mon mari et ma fille, et je dis, pas eux. Jamais eux. Je me suis rapproché de la porte et l'ai ouverte complètement. Le message était clair, mais je l'ai quand même dit, vous devriez partir. Personne n'a bougé, alors je l'ai répété, quittez cette maison. Mon frère a regardé mon père. Les yeux de ma mère se sont remplis de quelque chose, peut-être du regret, peut-être de la peur. Mais cela n'avait plus d'importance. À partir d'aujourd'hui, et je dis, ma voix calme, mais finale. Je n'ai plus aucune relation avec vous. Cela a frappé plus fort que tout le reste. Pas d'appel, pas de visite, rien. Silence, lourd, final. Vous m'avez montré tout ce que j'avais besoin de voir et je ajoutais. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Puis, lentement, un par un, ils sont sortis. Pas d'arguments, plus d'excuses, juste des pas silencieux, laissant derrière eux tout ce qu'ils avaient essayé de prendre. La porte s'est fermée, et juste comme ça, la maison a de nouveau semblé être la mienne. Je me suis retourné. Mon mari était là, me regardant. Ma fille a couru vers moi à nouveau, me serrant fort dans ses bras. Cette fois,
je l'ai tenu encore plus près, non par peur, mais par certitude. Certaines personnes attendent le bon moment pour montrer qui elles sont. D'autres n'attendent même pas aussi longtemps.